Bonjour, je vous remercie pour votre accueil. Il est périlleux pour une littéraire de parler après des historiens, il est périlleux pour une littéraire qui ne doit pas parler d'œuvre littéraire, mais parler de la Tunisie. Alors, en l'absence d'Ahmed Chebchoub, Anne m'a demandé si je peux parler de la Tunisie à partir de mes propres impressions en tant que Tunisienne. Et donc, c'est ce que je vais faire. Je vais peut-être être reprise par mon collègue tunisien qui certainement maîtrise le sujet sur le plan historique mieux que moi. Donc, en l'absence d'Ahmed Chebchoub, j'aurais voulu être l'intermédiaire par laquelle, et très modestement, par laquelle va passer la voix du peuple. Et une partie de cette voix, avec, entre guillemets, son ignorance délicieuse, sa sagesse obsolète, dans un temps qui fout le camp, et sa léthargie imposée par la mort d'une agriculture, on va parler de la COP21 bientôt, et la mort du tourisme programmé par Daesh. Je viens vers vous pour dire à travers les voix que j'ai rencontrées il y a 2 semaines seulement en Tunisie, que dit une partie de la rue en Tunisie. Le chauffeur de taxi, c'est très banal, qui m'a récupéré ce 12 novembre, m'a déclaré qu'il n'a jamais été pessimiste, mais que là, il faut dire que les temps sont et vont être durs. Quand il y a la crise, la Daesh à Djerba, le seul qui fait encore rentrer de l'argent est celui qui tient un café où les hommes se regroupent. Même celui-ci n'a plus de clientèle. Et puis il a rajouté, ça va être la période des grands vols, il va falloir se protéger. Alors, on se pose la question, que reste-t-il à la jeunesse tunisienne? De quoi peut-elle rêver? La jeunesse citadine militante et porteuse de prouesses urbaines, mais aussi cette jeunesse rurale, plus confinée, moins rassurée, qui est allée à l'école et à l'université, mais qui se retrouve sans travail, sans avenir. Comment ne pas sombrer dans les bras du désespoir quand l'horizon se bouche et il ne reste que la possibilité de prier pour survivre, prier pour garder un peu d'espoir. En fait, généralement, on ne voit dans les médias que peut-être la plupart du temps qu'une représentation de ce que peut être la jeunesse tunisienne. Et je voudrais dire qu'il y a en Tunisie 2 visages qu'il faut absolument prendre en considération. Celui d'une élite généralement citadine, ouverte, imprégnée d'un idéal de vie relativement ou plus ou moins occidentalisé. C'est cette élite active qui fait progresser les valeurs de démocratie, de l'imposition de l'idée de société civile et de la notion de citoyen pour remplacer celle de sujet tacite, imposée de facto par une longue période de dictature. C'est cette masse qui lutte, qui impose le maintien d'une lutte acharnée contre le règne des ténèbres et de la barbarie. C'est cette élite qui traîne dans son sillage une partie du humble peuple pour refuser le maintien de la subordination, qu'elle soit politique ou religieuse. On a dernièrement parlé du prix Nobel tunisien. Le prix Nobel vient certainement consacrer une lutte sans relâche de cette partie du peuple tunisien, son élite politique, syndicaliste, intellectuelle et artistique. Car il faut le dire, c'est une élite qui croit en cette Tunisie héritée de l'ère de Bourguiba, avec une occidentalisation assumée de certaines de nos institutions, avec une place accordée à la femme plus conséquente dans les autres pays que dans les autres pays arabes. Et c'est cette élite qui aujourd'hui, en état de couvre-feu et d'urgence, qui sera présente aux journées cinématographiques de Carthage, qui se passent dernièrement, même avec les événements de l'avenue de Mohamed V. C'est également cette élite qui, à chaque attentat sur les plateaux de télévision tunisienne, s'exerce à l'expression, à la démocratisation de ces questionnements de soi, des partis politiques et une analyse des situations. Alors, ça c'est la partie peut-être émergente, donc qu'on voit souvent dans les médias. De l'autre côté, on a une grande partie du peuple que, pour moi, de toute façon c'est un point de vue personnel, plongé dans la misère. Le chômage et le confinement volontaire est imposé par les lois implacables des répartitions géographiques, villes, régions rurales et économiques, richesse, pauvreté. À ces clivages, je ne peux que rajouter ceux des diplômés, ou peut-être non, puisque ce critère n'est plus opérant dans la mesure où un grand nombre
de diplômés se retrouvent marginalisés, sans travail, ni aucune présence sur l'échiquier social. Une situation dont résultent des cas de radicalisation, de dépression et même d'aliénation mentale, il faut le dire. Les événements, par exemple, de Tunis en décembre 2006, on a un groupe de terroristes qui sont universitaires et qui sont en rupture de banc. Monsef Medeb les considère comme des mais il est très frustré que la société a engendré à cause de la carence sociale et économique qui va certainement renforcer l'engagement terroriste de ces jeunes. Donc, paradoxalement, cette jeunesse tunisienne rurale et citadine est une jeunesse, on va le remarquer, connectée, indéfiniment connectée. Facebook et les autres moyens de connexion font partie de ce processus accru de la mondialisation malgré la pauvreté intellectuelle et économique. Et ce sont ces jeunes connectés qui vont participer à leur façon à la marche de la mondialisation. Ils vont participer à ce rapprochement des hommes et à cette expansion des échanges et des interactions humaines. Mais cette jeunesse, portée par le désespoir parfois, portée par l'impasse du présent et tiraillée par ces différents plaquages, comme l'analyse d'Arius, dans le regard mutilé, ne peut, en l'absence d'un esprit critique, que se replier sur une seule valeur refuge, peut-être, la religion. Alors, avant le mode Facebook, Twitter et blog, et dans le désert intellectuel créé par 20 ans de dictature, la première ère de dépersonnalisation s'est traduite en Tunisie par les paraboles satellites. Avoir le monde chez soi, comme dit la rue tunisienne. Et ça s'exprime par des feuilletons mexicains, des films indiens, et le glissement va vite se faire vers des chaînes de radicalisation, avec des prêches contre l'Occident, nus du ressentiment et de la frustration, car l'Occident est dans l'imaginaire, de toutes les façons, c'est l'envahisseur. Alors, de position de spectateur devant son écran nourri par ses discours, le jeune peut devenir un acteur sur la toile. Cette jeunesse radicalisée est le résultat d'une rencontre entre deux mondes. Et c'est mon point de vue toujours, c'est le wahhabisme sunnite et l'américanisation du monde à travers l'idée de la planète village. Et qu'Internet, en fait, incarne formidablement. Alors, en l'absence de cette formation à l'esprit critique, que l'ère de Ben Ali a participé à cultiver, donc, et dans le cadre des différents plaquages, modernité plaquée sur un monde traditionnel ou tradition plaquée sur un monde occidental, on débouche sur l'impasse. Voilà pour moi le résumé de la situation. On a une minorité représentant l'élite et une majorité sombrant dans la radicalisation ou dans la résignation. Alors, peut-on parler encore de la nation Tunisie, comme disent certains, quand notre terre et nos banques sont vendues par le pain aux riches de ce monde? Le peuple tunisien, dit dans la simplicité de son analyse, qu'on est en train de vendre la Tunisie. Rappelons-nous le procureur général d'Ikata remettant un chèque de 28 millions de dollars, l'argent dit-on volé par Leïla Ben Ali, croyons-le ou non. Quelle pression et quelle attente quand le Qatar prête 500 millions de dollars à la Tunisie, le 20 novembre 2013, afin de renforcer les réserves de la devise de la Tunisie. Alors, depuis sa révolution de 2011, la Tunisie est confrontée à un essor de la mouvance djihadiste, en particulier dans les régions frontalières de l'Algérie et de la Libye. Des dizaines de policiers et des militaires ont été tués. On peut parler notamment à Jbel el-Sha'anbi, donc le mont Sha'anbi. On peut parler d'une vulnérabilité puisque les frontières, malgré les contrôles, sont poreuses et laissent passer des individus indésirables, nuisibles à la sécurité des Tunisiens. Peut-on encore parler de la souveraineté quand on sait que l'explosion de la situation en Libye draine une population libyenne en fuite qui, par ses habitudes de mode de vie financées par l'argent du pétrole, participe à la cherté de la vie, du moins dans le sud tunisien, nourriture, loyer, achat immobilier, et les prix flambent dans les zones concernées. D'ailleurs, la rue tunisienne s'exclame « on ne peut plus rien manger avec eux ».
Tout flambe, la nourriture, les loyers, le mobilier. Le peuple tunisien se retrouve finalement xénophobe, au sens étymologique du terme, hostilité et crainte du voisin étranger. Si la Tunisie annonce après les attentats de mardi dernier et la fermeture des frontières avec la Libye pour 15 jours, ce n'est pas anodin. Rappelons que Daesh recrute dans le sud tunisien. L'argent du pétrole sert à proposer des sommes faramineuses pour que les jeunes rejoignent le rang du djihad. On peut parler également de l'Algérie, qui représente aussi, et d'une certaine manière, par ces djihadistes qui étaient en état d'hibernation et qui retrouvent sur le territoire tunisien un retour en activité et qui représente incontestablement une autre source de menace. Il faut se dire que l'information ou la rumeur circule que l'explosion, le lieu pour les derniers attentats à l'avenue de Mohamed V ont été déjà postés 48 heures avant l'incident sur une page Facebook en Algérie. Donc, on est face à cette notion de dissémination que reprend Medeb à propos des frappes de l'État islamique et une mondialisation de la terreur. Au mois de novembre, plusieurs pays ont été ciblés, le Liban, la France, la Tunisie, le Mali. Pour la Tunisie, en fait, il y a deux événements. Il y a un événement qui s'est passé le 13 novembre avec la décapitation d'un jeune berger et l'envoi de sa tête avec un autre berger qui a juste 14 ans. Donc, ce n'est pas un hasard. Donc, on est face à ce qu'on peut appeler, face au concept de déterritorialisation de Deleuze et de dissémination formé par Derrida et qui informe sur les modalités d'agissement des djihadistes. Reste un espoir pour les Tunisiens. Le peuple tunisien est un peuple de rencontre et de cohabitation depuis la nuit des temps, des Phéniciens à Ulysse, les Normands, les Romains, les Arabes. La synagogue de Djerba, lieu de pèlerinage annuel jusqu'à maintenant pour tous les juifs du monde, tout cela n'est que cet héritage, cette présence multiple, qu'un vécu en partage, que la barbarie et l'obscurantisme ne peuvent en souvenir. Le souvenir de Palmyre résonne malgré la destruction de Palmyre. Je finirai par le vouloir vivre de Cheb, donc Abul Qasim Cheb, qui est l'hymne tunisien. S'il arrive au peuple un jour de vouloir vivre, il faudra bien que le destin réponde, il faudra bien que s'ouvre la nuit, il faudra que cèdent les chaînes. Celui que le désir de vivre n'a pas étreint à bras le corps, s'évapore et disparaît au grand ciel de la vie. Ainsi m'ont dit les êtres, tous les êtres, ainsi m'a parlé leur esprit caché. Au sommet des montagnes, au plus secret des arbres, dans la mer déchaînée, écoute murmurer le vent, que me tourne vers un lieu du monde, et je m'habille d'espoir, et me dépouille de prudence. Je ne crains la rigueur des sentiers, ni le feu plus altier, refuser la montagne haute, n'est-ce point à vivre à jamais au fossé. Merci à vous.